Bonjour à vous, merci de prendre le rendez-vous donc de cette émission matinale. Je suis pour l'instant déjà en plateau avec Émeric Okupeeli, bonjour. Bonjour Brunel Ade aussi, amis téléspectateurs, bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Modeste, bonjour. Bonjour Brunel Ade aussi, bonjour Émeric et bonjour aux amis téléspectateurs. Vous allez bien? Très bien. Et votre week-end? Super bien, ça s'est très bien passé. Ah, bon, le trait là est intéressant. Peut-être que vous allez nous dire ce que vous en avez fait tout à l'heure. Amis téléspectateurs, peut-être que vous travaillez dans une entreprise et que vous avez envie d'une petite augmentation de salaire ou d'une promotion. La chose est que vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre pour pouvoir y arriver, le processus à respecter, comment aller vers votre patron, j'allais dire, votre supérieur hiérarchique pour lui poser le problème. Aujourd'hui, nous avons donc décidé de vous donner quelques réponses sur cela, négocier une augmentation de salaire ou une promotion. Les différents invités vont essayer de nous édifier donc sur le sujet dans les prochaines minutes. On parle de promotion et quand on parle de promotion, il faut faire quoi à Dieu parce que c'est Dieu qui élève. Elle a dit en plus dans le son, Manzemidaga, donc Dieu m'a élevé pour faire simple. Eh bien, si vous êtes en train de chercher une promotion, pourquoi ne pas prier dans ce sens également? Alors, nous parlons donc de négociation de promotion, de négociation d'une augmentation de salaire. Alors, pour vous, comment est-ce que ça devrait se faire? Alors pour moi, je pense que la négociation se fait déjà à travers les efforts que vous faites quotidiennement. C'est à la base, sur cette base, que quand vous allez vouloir peut-être négocier votre salaire, que l'employeur va juger bon, qu'on peut vous accorder cette une petite marge en plus des miettes que vous avez déjà. Bon, on ne va pas dire que ça vous permet de faire quand même quelque chose, non? On ne va pas dire que c'est une miette. Non, je comprends Modeste quand il parle de miettes. Mais il faut dire que quand on parle déjà d'augmentation, en fait, c'est un partenariat parce que ça dépend de l'effort que vous produisez pour pouvoir espérer qu'on vous augmente. Si vous ne faites rien, si on vous recrute dans un service et vous ne donnez pas autant d'efforts parce que l'augmentation du salaire doit motiver l'employeur. Voilà. Donc, si vous ne motivez pas l'employeur à vous augmenter votre salaire, vous allez peut-être passer 10 ans à rester sur le même salaire. Or, quand on fait son entrée dans une structure, quand on fait son entrée dans une entreprise, c'est pour évoluer. Parce que l'évolution fait partie également des expériences de travail. Donc, voilà. Et quand vous évoluez, forcément, ça s'accompagne avec une prime, une rémunération, voilà. Donc, voilà, ce n'est pas... on le constate très souvent dans certaines structures où les gens, depuis qu'ils sont recrutés, n'ont pas évolué en matière de grade, n'ont pas évolué également en matière d'expérience. Donc, c'est toujours la même chose. Ils ont évolué en matière d'expérience, mais n'ont pas évolué... en matière d'expérience, encore que quand on parle d'expérience, ce n'est pas le nombre d'années qui fait l'expérience dans un travail. Il faut de toute façon, chaque fois que vous venez, vous avez plus d'expérience. Et que vous travaillez, que ce soit dans un seul domaine, vous avez plus d'expérience. Vous n'avancez pas, si vous ne donnez pas, vous n'apportez pas un plus dans l'entreprise et que vous restez monotone tout au long de... Vous faites 10 ans dans une entreprise. Si vous faites 10 ans et que vous faites 5 ans, la même chose, c'est que là, on peut dire que vous avez l'expérience dans votre domaine. Dans le domaine. Mais au-delà de votre domaine, il faut quand même apporter une plus-value à l'entreprise. Il faut apporter un plus à l'entreprise. Donc, voilà, c'est ce plus-là, quand vous allez au-delà de ce qu'on vous a confié, ça motive forcément l'employeur et l'employeur se dit, bon, il faut quand même que je l'encourage dans cet élan-là. Donc, je vois, comment dit-on, aujourd'hui, on parle de l'augmentation des salaires. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui vient de façon spontanée, parce que même quand l'employeur doit vous augmenter de salaire, il faut qu'il fasse recours à sa caisse aussi, à son budget. Donc, tout ça là entre en ligne de compte pour pouvoir voir dans quelle marge il faut augmenter de salaire. Parce que dès que vous augmentez de salaire à un employé, il y a d'autres employés aussi qui sont là, qui commencent pas à murmurer dans les coulisses. Donc, tout ça là, on tient compte de tout ça là pour pouvoir faire une marge. Mais quelqu'un qui est employé dans une structure qui n'évolue pas, dont le salaire n'augmente pas alors que les charges augmentent, les ambitions augmentent, je pense que
C'est compliqué. C'est compliqué. Je pense aussi la cherté de la vie, tout prend du prix chaque fois, tout augmente. Donc je pense qu'il faut aussi revoir ça une fois ça et quand même augmenter, augmenter un peu le salaire. Donc de toute façon, nos invités vont essayer de je sais pas, c'est une demande qui se fait en principe. Et ça se négocie aussi. Et ça se négocie, voilà, ça se négocie. Ce n'est pas une obligation de l'employeur de vous augmenter. Encore que dès que vous engagez dans une structure, c'est sous un contrat. Voilà. Donc, si le contrat est bien établi et que les clauses sont bien définies, je pense que l'augmentation de salaire vient coule de source après un moment donné. En fait. Exactement. Bien. Voilà. Alors, notre mot du jour aujourd'hui. Le mot du jour aujourd'hui, puisqu'on parle d'augmentation de salaire, il faut dire qu'on parle également de prime. Et c'est le mot du jour. Prime, il faut savoir que ça s'écrit avec P-R-I-M-E. On parle bien sûr d'une prime. Voilà. Alors, il faut dire que le premier sens qu'on donne au mot prime, c'est d'abord au sens adjectif. On parle de premier, de prime abord par exemple. Voilà. Deuxième sens, c'est bien sûr dans le domaine de la science, on parle de se dit d'un symbole affecté d'un seul signe en forme d'accent, les points A et A'. Oui. Le deuxième sens au mot prime, c'est bien sûr le nom féminin. On parle de la prime dans ce cas. On parle de somme que l'assuré doit payer à l'assureur. La prime d'une assurance moto en exemple. Le deuxième sens toujours, dans ce cas, c'est bien sûr somme d'argent allouée à titre d'encouragement, prime à l'exportation, d'aide, prime de transport ou de récompense, prime de rendement. Voilà, c'est ce que nous réclamons ici. Troisième sens, c'est bien sûr un objet remis à titre gratuit à un acheteur. Paquet de lessive avec un porte-clés en prime. Voilà. Quatrième sens, c'est bien sûr faire prime, être le plus recherché, être considéré comme le plus avantageux. Voilà. Prime. Et puis, troisième sens, toujours en nom féminin, minéralogie, cristal de roche coloré qui ressemble à une pierre précieuse. On parle de prime d'émeraude, de topaz, de rubis. Il faut dire que prime a plusieurs sens. Nous allons nous arrêter juste là et récapituler pour dire que prime veut dire simplement, dans notre contexte, somme versée à un salarié en plus de son salaire à titre de gratification ou pour l'indemniser de certains frais par opposition à fixe. Prime de rendement, par exemple, prime pour frais kilométriques, prime d'escalier, prime de voyage, prime de congé, etc. C'est aussi la somme, objet, avantage alloué à titre d'encouragement, de récompense, d'incitation. Merci pour ces détails-là sur le mot du jour, prime. Bien entendu, les processus à mettre en place pour pouvoir arriver à atteindre votre objectif de négociation d'une augmentation de salaire ou d'une promotion, pourquoi pas, nous allons installer nos invités pour poursuivre nos discussions. Voilà, ils sont installés à présent. Je voudrais vous présenter Wilfried Kwesi, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, Bruna. Et toi? Ça va, merci. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes expert comptable, vous êtes coach en développement personnel. C'est un plaisir de vous avoir. Allez-y, partage. Également sur le plateau, Martial Aclo, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Vous êtes consultant en orientation professionnelle et également sur notre émission aujourd'hui. J'ai Alessandre Adjinan, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Vous allez bien? Je suis le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire technique et de la formation professionnelle affilié à la COSI Bénin. D'accord. Merci d'être avec nous donc ce matin. Et Caleb Kouaviesi, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Ça va, merci. Vous êtes coach en développement des personnes et des organisations. C'est cela. Alors, nous parlons aujourd'hui de négociation, d'augmentation de salaire ou encore d'une promotion. Je voudrais d'abord vous demander à quel moment est-ce qu'on y pense? Lorsqu'on travaille, nous sommes salariés dans une entreprise et que ça fait quelques années que nous donnons donc des efforts pour pouvoir permettre à l'entreprise d'évoluer, mais peut-être également pour nous aussi, étant donné que nous sommes payés. À quel moment est-ce qu'on pense à l'augmentation de salaire? Je voudrais d'abord démarrer avec vous, Caleb. Votre caméra est là. D'accord, merci beaucoup.
Déjà, penser à une augmentation de salaire, il y a deux entités. D'accord. Il y a l'employeur et l'employé. Qui doit penser, d'abord, si vous préférez qu'on commence par l'employé. L'employé, oui. Voilà. L'employé va penser à une augmentation de salaire dans deux conditions, donc à partir de deux moments essentiels. Dès lors qu'il estime que les tâches qui lui ont été confiées initialement ont été majorées. Ça fait un. Ou dès lors qu'il constate que ses charges personnelles ont augmenté et donc que son salaire actuel ne pourra plus lui permettre de subvenir comme cela se doit à ses besoins. Il peut penser à une augmentation de salaire. Par contre, l'employeur va penser à une augmentation de salaire aussi dans quelques conditions, je vais citer 2 ou 3 et m'en arrêter. Première condition, dès que l'employeur réalise que l'impact de l'employé augmente le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est-à-dire quoi? Les objectifs initialement fixés à l'employé sont atteints et dépassés. Donc les performances sont favorables à une augmentation. En guise d'encouragement, l'employeur peut décider d'augmenter son salaire. Ou encore que l'employeur a compris que la vie est devenue de plus en plus chère et que la situation globale de l'entreprise lui permet de majorer les salaires de certains de ses employés, peut-être aussi pour les encourager, pas forcément parce qu'ils l'ont mérité, pas forcément parce qu'ils ont produit plus de performances, mais en guise d'incitation, la caisse permet de faire ça, il peut penser à cela. Donc je m'en arrête là pour le moment. Merci. Très bien, merci. Wilfried? Ouais, bon, je pense que pour parler d'augmentation de salaire, c'est vrai, l'employé, il est rare que l'employeur prenne l'initiative de l'augmentation du salaire, sauf dans les structures qui sont très formalisées, où ces entreprises sont dans des groupes où c'est la politique du groupe. Elles n'ont pas la possibilité de se soustraire à cette politique-là. Dans ce cas, on sait qu'après chaque saison, l'employé fait l'objet d'évaluation et en fonction des performances qu'il a réalisées, on est obligé de le pousser et progressivement évoluer dans le sens de l'organisation générale de ces groupes. Maintenant, lorsque nous prenons les structures qui sont de petite taille, où c'est familial, on a affaire à un DG, c'est selon son humeur que la rémunération doit évoluer, il faudra forcément pour l'employé d'abord patienter après 2 ans, parce que vous ne pouvez pas venir la première année et dès la deuxième année demander qu'on vous augmente. Prouver qu'en réalité, on a fait des performances qui sont au-delà des attentes de l'employeur, tout en sachant que ce que nous avons apporté a vraiment impacté les performances économiques de l'entreprise, connaître l'entreprise dans sa réalité, dans sa globalité, et savoir que il est opportun d'aller négocier sur rendez-vous une augmentation de salaire, et écouter l'employeur, même s'il dit non, et préparer ses arguments avant d'y aller, sans se comparer à ses collègues. Sans aller dire, voilà, telle personne gagne ceci. Sans aller dire, mais si vous ne m'augmentez pas, je pars. Donc, il ne faut pas aller faire du chantage, mais rester professionnel, courtois dans la démarche. Je pense qu'on peut demander une augmentation de salaire et préparer également des alternatives lorsque l'augmentation n'est pas obtenue. On peut demander autre chose. On peut demander un travail partiel, on peut demander des primes, on peut demander des bonus, on peut demander un arrangement des horaires, voilà, s'apprêter, voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Très bien. Alors, Martial Aclo. Merci beaucoup, madame. Merci aux prédécesseurs. Je pense qu'ils ont déjà balisé un peu le terrain pour dire que c'est difficile à nos entreprises privées. Je ne prends pas directement les entreprises publiques d'abord. Je prends les entreprises privées. Chez nous, ici au Bénin, pour ne pas dire en Afrique en général, des entreprises de petite taille qui n'ont pas beaucoup de moyens, des entreprises familiales, des entreprises de type à 10 ou à 20 personnes, à 20 personnes, comme ouvriers, comme travailleurs. Lorsque vous levez en tant qu'employé pour demander une augmentation, c'est que déjà vous avez fourni un rendement capable de pouvoir vous permettre vous-même à vous auto-évaluer et d'aller négocier avec l'employeur qui t'a demandé, voilà mes résultats par rapport aux charges que j'ai au sein de l'entreprise. J'ai
un complément qui puisse me permettre de dire à l'autorité, à l'employeur, s'il ne peut pas regarder, parce que ce n'est pas aussi facile, hein, c'est compliqué, comme on puisse le dire. Ça, c'est parce que lorsque vous, employé, vous demandez à l'autorité, c'est que quand l'autorité, par votre savoir-faire, par votre comportement, par votre réactivité au niveau de l'entreprise, si jamais l'employé le fait et le bruit court dans les couloirs rapidement, d'autres employés également se lèvent, sinon ils vont commencer par avoir des bruits de couloir pour dire attention, c'est compliqué. Si nous sommes au niveau des entreprises de petite taille. Mais quand nous sommes dans les multinationales, un peu dans les grandes entreprises, les entreprises publiques aussi, c'est vrai que annuellement ou même du point de vue 2 ans, de façon catégorielle, il y a des structurations qui permettent à ce que l'employé soit naturellement, nous ne parlons pas augmenté. Ça, par rapport aux performances, par rapport aux notations que l'employeur lui a faites pour lui permettre quand même d'avancer. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans un système où, on avait dit dans un pays, il y a les avancements sur mérite. Oui. Lorsque vous travaillez, l'employeur a un regard sur tout ce que vous êtes en train de faire. Donc, il y a une périodicité de vous juger et de vous noter. C'est à partir de cette notation-là que si vous pouvez demander d'avancement ou pas, ou le personnel, le représentant du personnel, ou les syndicats, où vous avez des syndiqués, où vous organisez, l'ensemble du personnel s'organise pour aller voir l'employé pour demander par rapport aux entrées, par rapport à la stabilité, à la santé économique et financière de l'entreprise. Alors, vous faites une belle transition parce que vous nous parlez de syndicats et nous avons un de nos invités ici qui quand même connaît peut-être un peu plus les rouages des syndicats. Comment est-ce que ça se passe si on doit demander une augmentation de salaire, M. Adjina? Merci. Je crois que l'on doit pouvoir faire une différence entre l'augmentation de salaire liée à un avancement normal et la revalorisation des salaires. Parce que lorsqu'on parle d'augmentation de salaire, cela dépend du contrat qui lie l'employeur à l'employé. Et même dans le secteur privé, le contrat peut prévoir une augmentation de salaire de façon périodique. Et quand est-ce qu'on peut penser à une revalorisation des salaires? Ceux qui m'ont précédé ont dit l'essentiel. On peut y penser lorsque l'on constate que les performances réalisées sont à la hauteur des attentes et dépassent même les objectifs fixés. Là, le travailleur peut penser à une augmentation de salaire. Mais en dehors de ça, il y a surtout les besoins des travailleurs. Parce que lorsqu'on parle des besoins des travailleurs, il faut penser au logement, il faut penser aux soins de santé, il faut penser surtout à l'éducation des enfants. C'est très important. Donc, lorsqu'on évalue ces besoins-là, sans oublier la nourriture aussi, est-ce que vous voyez? Donc, lorsqu'on évalue ces besoins qui augmentent, il est normal que l'on pense à une revalorisation des salaires. Et dans le secteur privé, c'est rare que l'employeur décide de procéder à une augmentation de salaire parce que là, c'est le commerce, c'est le bénéfice. Donc, il revient aux travailleurs de trouver les voies et moyens pour demander cette revalorisation du salaire. Et pour le faire, il faut, parce que la loi autorise que les travailleurs s'organisent en syndicats, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Nous avons les conventions 87 et 98 de l'OIT qui permettent aux travailleurs de s'organiser en syndicats et d'aller vers l'employeur pour négocier. Donc, on peut faire du lobbying également, on peut chercher à convaincre l'employeur en lui présentant les résultats qu'on a pu obtenir,
le niveau d'avancement, la situation économique de l'entreprise. Lorsqu'il s'agit du secteur public, ça dépend de la santé économique du pays, parce que de plus en plus, on vante les performances économiques de notre pays. Donc, lorsqu'on se trouve dans cette situation, ajoutée aux besoins des travailleurs et surtout à la cherté de la vie, il est normal que l'on pense à une revalorisation des salaires. Très bien. Alors, je voudrais revenir sur quelques points. Vous avez parlé d'augmentation de charges pour l'employé qui peut donc soutenir une demande d'augmentation de salaire. Mais qui dit augmentation de charges, c'est l'employeur peut dire, bon, de toute façon, je ne vous ai pas demandé, ça ne me regarde pas si vos charges ont augmenté. En fait, rien ne m'oblige en ce sens ou autre. Est-ce que réellement, cette preuve-là, est-ce que c'est suffisant? Comment est-ce qu'on peut se baser réellement sur ça pour aller vers une demande d'augmentation de salaire quand on sait que l'employeur, bon, ça ne le regarde pas forcément? Merci. Déjà, il faut dire le salaire, c'est la contrepartie d'un service rendu. Bien sûr. D'accord. Parler des charges de l'employé, tel que nous l'avons dit tout à l'heure, qui se sont augmentées, c'est un fait. D'accord, mais ce n'est pas forcément l'argument le plus important, parce que nous l'avons souligné, nous l'avons identifié, parmi les raisons qui pourraient pousser un employé à penser à une augmentation. Ce n'est pas donc gagné d'avance. D'accord. D'accord, bon, lui il le pense, c'est son problème après. Donc ça peut l'amener à penser à une augmentation de salaire. Quitte à savoir, quitte à attendre ce que va penser son employé. Il y a des fois où il peut penser à cela, mais lui n'a pas le courage. Parce qu'il sait bien que, écoutez, l'environnement dans lequel nous sommes, la situation économique de l'entreprise et même mes performances ne me permettront même pas d'aller parler d'une augmentation, demander une augmentation de salaire. Voilà. Alors, lorsqu'on a fait peut-être un diplôme de plus, toujours dans les raisons, ce qui peut sous-tendre donc une demande d'augmentation. Lorsque je suis recrutée, par exemple, niveau licence, je suis allée chercher un master dans un domaine pour venir s'ajouter à mon diplôme. Est-ce que je peux demander une augmentation de salaire, Wilfried? Bon, Brunel, je dirais que si vous allez faire une formation supplémentaire et que cette formation permet à votre entreprise d'être plus compétitive, et que ça vous permet de développer d'autres aptitudes, ça vous permet de cocher d'autres cases supplémentaires en matière de performance, je pense que oui. Mais si en réalité vous avez votre diplôme et que ça ne vous permet pas de cocher de nouvelles cases et que vous êtes toujours en train de faire les mêmes choses, bon, je ne vois pas la valeur ajoutée parce que ce serait une charge de plus. Alors que normalement, s'il y a une charge, il faut qu'il y ait un produit. S'il y a une charge, si votre diplôme vous permet d'avoir de nouvelles fonctionnalités, d'avoir de nouvelles capacités techniques, et que ce n'est pas au profit de l'entité, bon, je ne vois pas en quoi vous augmentez votre salaire, arrange l'entité. Voilà. Maintenant, nous sommes dans des situations des fois où vous avez ces nouvelles capacités techniques et on ne vous permet pas de vous exprimer. On ne vous permet pas de pouvoir les utiliser. Voilà. Les arguments que vous allez utiliser, c'est de voir sur le marché du travail, à profil égal, à pouce égal, sur le terrain, ce que les gens gagnent ailleurs. Vous dites voilà, j'ai fait une petite enquête, voilà. Maintenant, ce n'est pas pour faire du chantage. Si vous arrivez avec vos attributions à montrer que vous faites le travail d'une meilleure façon, en moins de temps, et que ça permet à l'entité de faire des performances supérieures à celles qu'on attendait de vous, vous pouvez négocier une augmentation de salaire sur rendez-vous. Maintenant, si on ne vous l'accorde pas, vous pouvez négocier d'autres choses. Maintenant, à défaut, si vous n'êtes pas satisfait, moi, j'encourage les gens à démissionner. Oui, je sais. Vous le dites souvent. On n'est pas en prison. On n'est pas en prison. Si à un moment donné, vous voyez que ça ne vous va plus, ça ne vous convient plus, il faut partir parce que, à vrai dire, vous serez là, mais vous serez tendu, vous serez triste et vous n'allez pas faire le travail comme cela se doit. À quoi ça sert de rester dans un travail qui ne vous plaît plus, pour gagner un salaire qui ne vous satisfait plus? Vous ne serez jamais performant parce qu'il faut d'abord épanouir. C'est lorsque vous êtes content
que vous donnez le meilleur de vous-même. Mais vous êtes là dans un état de justice. Parce que vous voyez qu'on aurait pu vous faire ceci, on aurait pu vous faire cela, et puis on ne l'a pas fait. Du coup, votre rendu sera toujours limité, vous n'êtes pas enthousiaste et le travail ne sera jamais satisfaisant. Donc ça, c'est... Quelque chose à ajouter? Oui, je crois que la prise en compte des nouvelles qualifications dans le cadre du traitement salarial dépend toujours des clauses du contrat. Est-ce que vous voyez? Lorsque c'est prévu dans votre contrat, même si c'est une structure privée, que vous puissiez connaître une augmentation de salaire après une mise en formation en bonne et due forme et l'obtention du diplôme, je crois que cela ne devrait pas poser de problème. C'est la même chose lorsqu'il s'agit du secteur public, parce que en tant qu'enseignant, par exemple, lorsqu'on me recrute en qualité d'élève professeur adjoint, c'est-à-dire on m'a recruté avec une licence, lorsqu'on m'envoie en formation, je suis formé pour devenir professeur adjoint. Ou bien lorsqu'on me recrute en tant qu'élève professeur certifié, c'est-à-dire avec une maîtrise, je suis envoyé en formation pour devenir professeur certifié. Et dans ces conditions, lorsque je finis ma formation, l'État employeur a le devoir de me reclasser et je dois jouir des avantages y afférents. Donc, lorsqu'on parle des nouvelles qualifications, là, cela dépend de ce qui est prévu dans le contrat, que ce soit une structure publique ou bien l'État employeur. Voilà ce que je voudrais ajouter. Très bien. Si tu le permets, oui. Je rebondis sur un aspect de M. Adjuna. En réalité, vous voyez des gens qu'on envoie en formation, et ça c'est courant chez nous, et ils reviennent et puis on ne les appelle pas, ou bien on ne les avance pas, mais ils sont allés en formation. Et maintenant, les gens commencent maintenant pas à négocier leur reclassement. Bon, moi, sincèrement, c'est des trucs qui ne justifient pas. Vous permettez, hein, c'est pertinent ce qu'il a dit. Vous voyez, on envoie en formation. D'abord, la mise en formation, ça prend du temps, alors que c'est prévu par les tests. Il faut un certain nombre d'années. Lorsqu'on prend un enseignant, et c'est pareil dans toutes les structures, c'est-à-dire pour améliorer la qualité de la prestation de l'agent, il faut renforcer ses capacités, il faut le former. Donc, il y en a qui vont même se faire former à leurs propres frais. Mais lorsqu'ils reviennent, l'État a du plaisir à utiliser les nouvelles qualifications des agents concernés, mais n'est pas prêt à les payer à la hauteur de leurs qualifications. Donc, cela pose un véritable problème. Très bien. Alors, revenons donc à la négociation. Si je prends la décision en tant qu'employé de mettre en place, donc d'aller vers mon employeur pour pouvoir faire ma demande, quel processus dois-je mettre en place? Merci. Alors là, nous allons repartir au contrat de travail. Si le contrat avait prévu un processus, d'accord, on va recourir à ce processus-là. C'est-à-dire quoi? Si par exemple, dans mon contrat, je suis employé, il est dit que après 2 ans ou après 3 ans, je dois bénéficier d'une majoration, d'une augmentation, d'une revalorisation. Monsieur Ayénan est mieux placé pour nous classer, pour nous... Les mots. Voilà, les mots, là, voilà. On les mélange comme ça, voilà. Donc, je vais chercher cet article-là. Voilà, monsieur, j'ai fait 3 ans de service où les objectifs qui m'ont été fixés, le contrat a prévu que dès que je les atteins, dès que je les dépasse, je dois pouvoir bénéficier d'une augmentation. Je vais faire recours à cela et ça fait la procédure contractuelle, quoi. Maintenant, si le contrat n'avait pas prévu cela. Là, nous tombons dans un vide juridique, en quelque sorte, on va le dire. Je peux décider, si je suis employé, d'aller vers mon patron avec les arguments préidentifiés. Je ne conseille pas à un employé de partir avec l'argument que mes charges ont augmenté. Le patron n'a rien à foutre avec ça, franchement. Il faut qu'on se dise la vérité. Il peut partir avec 2 arguments. D'accord. Le premier, argument de performance. C'est ce qui va plus convaincre n'importe quel employé. Moi, je suis chef d'entreprise, et ça convainc. Voilà mes objectifs, je les ai dépassés. D'abord, je les ai atteints, je les ai dépassés. J'ai impacté d'autres employés dans leur service, dans leurs tâches. Je suis devenu, en quelque sorte, une pièce maîtresse, d'accord, de la structure de la société. Et le patron lui-même, il aurait déjà eu le temps de constater cela parce que c'est le manager en chef. Donc, il vous attend, il attend que vous veniez vers lui. Donc, cet argument peut passer. L'autre argument peut-être qui peut passer, ce sont, là on n'en a pas parlé, ce sont les exigences parfois du travail.
Et là, j'en parle par expérience. Nous avons créé une entreprise qui, après 2 ans, l'entreprise a grandi un tout petit peu. D'accord. Donc, le standing, le branding, le style vestimentaire des employés, nous l'avons exigé. Nous demandons aux employés désormais, voilà comment vous devez vous comporter. Oui. Et il faudrait qu'on s'assure donc que les moyens sont là, mis à leur disposition pourraient leur permettre, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils prennent 700 000 francs pour tout verser dans le vêtement, parce qu'on lui a dit, voilà, le code vestimentaire désormais. Donc cet argument aussi peut passer, même si là, le patron peut trouver beaucoup de choses à dire à propos, parce qu'il y a d'autres qui sont prêts à respecter le code avec ce même salaire. Donc, ça peut aller dans tous les sens. Voilà pourquoi on parle de négociation. Mais franchement, ce type de négociation, lorsque ce n'est pas sur la base des performances, je pense que le patron va toujours refouler cette demande-là du revers des mains. Franchement. Premier niveau, donc, performance. Monsieur Martial. Oui, comme mon ami l'a dit tout à l'heure, tout peut être décrit dans le contrat, ou pas. Ça dit dans l'un ou dans l'autre cas. Tout dépend de la performance de l'employé. Lorsque tout est écrit dans le contrat et que sur le terrain, on ne remarque pas votre performance, on ne remarque pas votre dévouement au travail, on ne sent pas votre dynamisme véritablement à produire des résultats et à même dépasser. Parce qu'il n'y a aucun employeur qui ne veut ne pas augmenter son employé, mais il observe son employé et par rapport à son travail, par rapport à ce qu'il produit comme résultat, il n'y a pas de quoi à ce que même si l'employeur est de bonne foi, attention, là je mets une condition, si l'employeur est de bonne foi et qu'il remarque le dynamisme de son employé et qu'il n'augmente pas spontanément, là l'employé a le devoir d'aller en négociation pour démontrer, parce que c'est de démontrer que je suis utile à vous et je fais ce que vous me demandez plus que ce que vous me demandez. Sinon, vous pouvez avoir le bon contrat, et je défie même ces contrats qui, ma foi, surtout dans le privé, le public, je sais que bon, les revalorisations, les classements catégoriels, il y en a des lois, des organisations qui sont prévues pour le public. Mais au niveau du privé, même le contrat généralement ne stipule pas l'augmentation dans des années à venir. C'est très compliqué à ce niveau-là. Je ne suis pas sûr que des contrats dans le privé, je ne sais pas quel type de contrat ce soit, qui prévoit les augmentations de salaire. Là, les employeurs sont très habiles à cet effet. Ça, je ne sais pas, les employés n'arrivent même pas à lire correctement les contrats jusqu'à même souligner ces points-là. Parce que l'employé a envie d'aller se démontrer au niveau de l'entreprise, donc il ne taille même pas trop d'importance sur ces points-là jusqu'à dire que bon, il faut souligner ça. Donc, l'essentiel dans les 2 cas, que ce soit contractuel ou pas, il faudrait que l'employé puisse partenaire. Il y a un employé qui disait, je me rappelle très bien, il doit être quelque part, Christian Layende, qui disait à ses employés, je ne vous prends pas pour que vous soyez des salariés, je vous prends pour que vous soyez des partenaires, des collaborateurs, des porteurs d'affaires à notre entreprise, quitte à ce que l'entreprise évolue, vous évoluez. Très bien. Oui. Vous permettez rapidement. Oui, Caleb, oui. À la performance, nous allons ajouter un autre élément qui est important, parce que la performance est liée à des objectifs contractuels. L'ajout d'autres tâches. D'accord. D'accord, c'est important parce que j'emploie quelqu'un, nous avons des tâches qui sont contractuelles, mais chemin faisant, je décide de lui confier d'autres tâches. Pas forcément parce qu'il a été tellement performant dans les tâches contractuelles. Peut-être qu'il se cherche là où il atteint de justesse ses objectifs, mais délibérément, je lui ai ajouté d'autres charges. À partir de ce moment-là, j'ai le devoir de lui ajouter, de l'augmenter un peu son salaire. Si je ne le fais pas, il est en mesure de négocier cela. Monsieur, voilà, vous avez augmenté mes tâches. En plus de tout ce que je faisais, il y a d'autres qui se sont ajoutés. Mais je pense que vous devez faire un petit quelque chose. Mais là, ça peut se négocier. Merci. Très bien, Wilfried. Ok, donc moi je dirais que, comme M. Kouaviesi l'a dit, on ne peut pas partir sur la base des charges personnelles. Ça, l'employeur met ça de côté automatiquement. Vous allez déjà perdre en partant sur la base de cet argument. Mais il faut préparer ces arguments. Il faut préparer ces arguments et savoir les structurer pour savoir ce que vous allez dire face à votre employeur. Parce que c'est vrai, il n'est pas votre ennemi, mais vous ne partagez pas les mêmes avantages. Oui. Parce que le problème de l'augmentation, c'est que dès lors qu'on vous augmente aujourd'hui, on ne peut plus diminuer votre salaire demain. Donc ça devient une charge fixe. Alors que l'entreprise a des recettes qui peuvent augmenter et diminuer. Donc l'employeur, il analyse beaucoup.
Moi, je le vois avec des enseignants qui travaillent avec moi. J'ai un centre de formation. Ils sont très bons. Les enseignants, ils sont très bons. Et j'ai envie de les augmenter des fois. Mais j'hésite. Parce que si je les augmente, vu que c'est un centre de formation, c'est pas quelque part où on donne des bulletins aux gens pour contraindre les participants. Si le nombre de participants diminue, les entrées diminuent. Mais si vous leur avez donné l'augmentation, vous ne pouvez plus leur retirer ça. Donc, du coup, la prudence fait que vous n'avez pas cette capacité. Vous pouvez peut-être leur faire des gestes isolés pour le moment, mais il faut que vous ayez une condition qui rend permanent l'effectif, qui rend permanent ce chiffre d'affaires-là, tout au moins, qui vous rassure ce minimum d'entrée, pour que vous puissiez vous lâcher et dire, je peux faire ces augmentations-là. Sinon, vous allez tomber dans votre propre piège. Donc, déjà, l'employé, en allant à la négociation, il doit travailler sur les arguments que son employeur peut sortir et savoir comment les contrecarrer. Parce que l'employeur peut dire, on n'a pas fait de bon chiffre d'affaires cette année. Il va dire, oui, je comprends, voilà, mais compte tenu des activités qui sont prévues pour l'année prochaine, et compte tenu des gros contrats qui sont en cours, et de l'implication que j'aurai face à mes responsabilités, je pense que ce ne serait pas mauvais de faire ceci, cela. Et il faut qu'il reste courtois, et il doit gérer ses émotions. Parce que c'est une confrontation, et qui ne se passe pas toujours bien. Ouais. L'employeur peut prendre du recul après et vous rappeler. Mais sur le champ, cette première réponse est non. Parce que c'est non d'abord, parce que lui-même il est prudent. Il vous dit déjà non. Maintenant, l'autre argument que je trouve, c'est que il y a le timing de la négociation. Si nous sommes dans une structure qui est bien organisée, on a un budget pour l'année à venir. Donc déjà en septembre, si vous dépassez septembre, et que vous allez vers octobre, vous êtes déjà en train d'être en retard pour une demande d'augmentation. Les gens ont déjà budgétisé les salaires de toute l'année à venir. Donc, vous devez venir dans le bon timing. Maintenant, un dernier argument, c'est que vous devez faire un travail sur le marché pour voir à profil égal et à charge du travail égal dans le même secteur d'activité, combien on paye chez les concurrents, combien on paye chez les autres. Et vous allez pouvoir montrer cela à votre employeur pour lui dire, ah, je me suis un peu intéressé à ce que telle entité paye, c'est dans telle fourchette. Et votre augmentation, vous demandez une augmentation avec précision. Vous pouvez demander dans une fourchette, mais une augmentation qui ne dépasse pas 2%, bon, en réalité, ce n'est pas une augmentation, pas ça nous permet de... C'est ça, quel pourcentage demander lorsqu'on va à une demande d'augmentation? Vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, en disant que il ne faudrait pas que nous mélangeons une prime par rapport à une augmentation. Non, pas du tout. Attention. Oui. Parce que lorsque vous demandez une augmentation, lorsque même individuellement, c'est que vous montez, c'est ça que je disais, les charges fixes de l'entreprise grimpent. Oui. Et là, si l'augmentation est faite à vous seul, ça veut dire que vous auriez, je ne sais pas, par les jeux de couloir, réussi à emballer l'employeur, quitte à vous faire cette... non, mais... Est-ce que c'est un jeu de couloir? Non, chacun est là pour défendre son propre compte. On n'a pas... Oui. Vous m'excusez. Je voulais faire une petite intervention par rapport à cet aspect. Vous savez, moi, je suis commissaire au compte. Nous avons accès au salaire de toutes les entités que nous auditons, que ce soit dans les banques, les grosses boîtes. On voit ce que tout le monde gagne. Je ne vais pas vous mentir, les rémunérations sont très personnalisées. On peut être recruté le même jour, faire le même travail et je vais gagner 2 fois votre salaire. C'est votre capacité de négociation. Donc, dans la problématique de la négociation, il y a 2 aspects qu'il ne faut pas oublier. Il y a la confiance en soi et il y a l'audace. Il y a des gens qui n'ont pas l'audace de négocier parce qu'ils ont peur de perdre le boulot. J'étais dans un jury de recrutement un jour pour recruter quelqu'un à un poste de DAF. Il est venu là demander 2 millions alors que c'était 5 millions qu'il y avait dans le budget. Mais on ne peut pas lui donner plus que ce qu'il a demandé. Ça veut dire que lui-même, il ne savait pas ce qu'il voulait. Mais c'est un haut poste. Et les gens ont budgétisé 5 millions. Son prédécesseur gagnait 5 millions. Mais lui, il est venu, il a demandé 2 millions. Les gens étaient tristes pour lui, mais on ne pouvait rien faire pour lui. C'est ce qu'il a demandé, mais il faut lui payer ça. Donc, il faut avoir de l'audace. Il ne faut pas avoir les freins en main quand vous voulez demander une négociation. Négocier, demandez beaucoup. Même si vous êtes... Non, demandez beaucoup. Vous pouvez rester dans une certaine marge. On va vous refuser une partie, on va vous faire des concessions. Ne vous préoccupez pas de votre environnement. Il y a des gens qui gagnent 100 000 et ils sont satisfaits avec. Moi, vous me payez 1 million par mois, je suis toujours malheureux parce que je ne suis pas satisfait. Donc, du coup, ne regardez pas le comportement des autres. Il y a des gens qui sont déjà épanouis avec ce qu'on leur paye. Et ça leur suffit. Donc, la négociation, elle n'est pas collective. Chacun y va de son soir. Il y a des gens qui vont gagner le même salaire pendant 5 ans, ils ne m'ont rien dit. Moi, je ne vais pas gagner le même salaire pendant 2 ans. Je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Et ça, c'est une certitude. Il faut avoir la capacité de pouvoir dire, si ça continue comme ça, par exemple, demain, je ne viens plus. Et savoir qui vous êtes.
Et là, l'employeur même a peur de vous quand vous parlez comme ça. Mais quand c'est vous, vous avez toujours peur. Personne n'a peur de vous. Bien sûr. Ok, merci. Je crois que l'aspect que vous abordez est lié aux hautes fonctions techniques souvent parce que lorsqu'il ne s'agit pas des hautes fonctions et que vous faites le même travail, il est difficile que vous gagnez des salaires différents. Ça, c'est très important. Maintenant, quelles sont les conditions dans lesquelles on peut demander une augmentation de salaire? Je crois qu'il y a la loi portant Code du travail qui n'a pas été abrogée par la loi sur l'embauche. C'est la loi 98-004 du 27 janvier 1998. Donc, au niveau du deuxième alinéa, il est prévu que le SMIC, parce que lorsqu'on se situe au niveau du secteur privé, la base c'est le SMIC. Et il est prévu que le SMIC soit révisé chaque 3 ans ou en cas de besoin. Est-ce que vous voyez? Au Bénin, par exemple, le SMIC a été révisé en 2014 et c'est tout récemment, en avril, lors de la rencontre entre le chef de l'État, le patronat, les organisations, les confédérations et centrales syndicales, que la question de l'augmentation du SMIC a été évoquée. Une augmentation à hauteur de 30%. Mais cela n'est pas encore entré en vigueur. En principe, l'augmentation du SMIC doit être accompagnée d'une hiérarchisation des salaires parce que lorsque le SMIC connaît d'augmentation, cela doit impacter les autres travailleurs en fonction de leur salaire. Et les conditions prévues par les tests pour réviser, pour penser à une revalorisation des salaires à partir du SMIC. Maintenant, pour y aller, il y a des aspects qui ont été déjà évoqués. Et je crois que en dehors de la performance, et de l'augmentation des charges, il faut tenir compte, je le dis en tant que travailleur, parce que je suis entouré pour la plupart de chefs d'entreprise, hein, j'ai compris, il faut tenir compte des besoins des travailleurs. Je ne dis pas charge, c'est différent. Hein? Je viens de faire encore un enfant. Non, ce n'est pas de ça il s'agit. Mais lorsque vous prenez un seul enfant même, les charges liées à son éducation, ce n'est pas petit. Est-ce que vous voyez? L'envoyer à l'école de la base jusqu'à l'université, ce n'est pas petit. Donc, il faut en tenir compte. Il faut tenir compte également des performances réalisées, nous l'avons déjà dit. Et il faut également tenir compte de la cherté de la vie. Ça, c'est important parce que c'est-à-dire ça ne baisse pas. Hein? Et l'inflation, là, vraiment, ça galope chaque fois. Donc, voilà des éléments dont il faut tenir compte et il faut préparer son argumentaire pour pouvoir convaincre l'employeur. Est-ce que vous voyez? Il faut agir sur sa sensibilité. Je crois que c'est très important. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à comment négocier une augmentation de salaire. Très bien. Je voudrais ajouter quelque chose. Il voulait rapidement encore s'appuyer sur les charges. Quant aux charges individuelles ou aux difficultés de la vie, on ne peut pas lier ça au patronat ou à l'employeur. Non. Mais quitte aux crises, aux différentes crises dans lesquelles nous sommes en train de se projeter aujourd'hui, la crise de la pandémie, la crise de la guerre maintenant qui se vit en Ukraine avec la Russie. Quand il s'agit des crises, je pense que l'employeur même, en tant qu'homme, doit avoir cette sensibilité-là, sans beaucoup d'arguments, à pouvoir agir. L'État est en train de s'organiser. La Côte d'Ivoire l'a déjà fait. Le président a augmenté à une certaine hauteur. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, il y a le Togo, il y a la RDC, il y a Madagascar. Le président, à cette rencontre-là, le président est en train de projeter quand même le faire. Alors, revenons donc sur quelques aspects dont vous avez parlé tout à l'heure. Le pourcentage. Quand on va à une demande d'augmentation de salaire, quel est le pourcentage minimum?
D'accord, merci. Avant de parler du pourcentage, je voudrais revenir en arrière rapidement, si vous permettez, pour souffler ce qui pourrait être une âme vraiment puissante aux employés qui veulent négocier. Parce qu'on l'a constaté, il y a des employés qui ne sont pas forcément très performants du fait qu'ils ont d'autres tâches. D'accord. Après, non, pas forcément à l'interne. Après leur travail, ils ont une activité supplémentaire. Oui, bien sûr. Donc, si vous êtes dans le cas où vous êtes employé, n'hésitez pas à dire à votre patron, franchement, mes performances sont mitigées parce que je suis obligé de devoir exercer une autre activité. Mais si mes conditions sont améliorées, je me concentre à 100%, je peux produire un meilleur résultat. Moi, j'ai déjà cédé à cet argument-là au moins 2 fois. Lorsque le poste occupé par l'agent est stratégique et que ses performances peuvent impacter les performances globales de l'entreprise, on veut qu'il se concentre sur ses tâches à l'interne et qu'il oublie tout ce qui est activité secondaire. Voilà. Maintenant, quand on revient au pourcentage, maintenant écoutez, il n'y a pas de pourcentage à réclamer à un patron. Lorsque moi je parle beaucoup plus en m'adressant au secteur privé. D'accord, parce que dans le secteur public, les choses sont réglementées déjà. Et là, il y a un plan de carrière qu'il faut suivre et tout. On n'est pas dans ça. Parce que quoi qu'on dise, on ne peut pas influencer cela. Maintenant, je vais laisser M. Ayenan influencer ça parce qu'ils ont les moyens pour influencer ça. Nous, on ne peut pas influencer. Donc nous, on va penser à la vie de l'employé, mais aussi et surtout à la vie de l'entreprise. Parce que dès qu'il n'y a plus d'entreprise, dès que l'entreprise prend des décisions qui assassinent son budget, c'est qu'il n'y a plus d'employés. Donc, si je dois donner un conseil à un employeur, pas un employé, à un employeur, c'est qu'il augmente le salaire de ses employés compte tenu de la proportion, d'accord, de la majoration de leur performance. C'est-à-dire quoi? Je t'ai fixé des objectifs. Tu les as atteints et dépassés de 12%. Je me propose de te faire une augmentation, peut-être de 12% également. Ah, mais attention, mon confrère l'a dit tout à l'heure, il faut analyser cela parce que les performances ponctuelles peuvent nous tromper. D'accord, il a fait une performance ponctuelle au cours d'une année, 2 années, on fait l'augmentation, 3e année, 4e année, on tombe dedans, là on est cuit. Donc on peut, si on veut l'encourager, on peut d'abord commencer par des primes de performance. Mon ami ici l'a soulevé tout à l'heure, mais dès lors que la performance elle est stable, on a constaté que le monsieur il est vraiment performant sur 1 année, 2 années, 3 années, là on peut décider de lui faire une augmentation proportionnelle. Vous voyez, autrement, je ne peux pas dire il faut augmenter 10%, il faut augmenter, sinon je ne me baserai sur rien pour dire ça. Donc, ça veut dire que même l'employé, en allant négocier, n'a pas forcément une somme en tête de je veux que ce soit augmenté de tel pourcentage. Non, mais écoutez, il a le droit d'avoir une somme en tête. Mais est-ce que c'est valable? Quel argument va soutenir ça? Il n'y a pas d'argument pour soutenir le montant qu'il a en tête. Vous voyez, nous on doit dire autour de cette table des choses qui sont logiques, qui sont basées, qui sont fondées. Voilà, merci. Je pense que l'argument qu'il peut utiliser pour avoir des chiffres, c'est quand il fait une enquête sur le marché du travail. Il peut voir une fourchette. Il peut dire, j'ai vu des gens qui sont du même profil que moi, qui font le même travail que moi. Ils sont entre 500 000 et 600 000, alors qu'il est peut-être à 300 000 en ce moment. Donc là déjà, il fixe son employeur dans une certaine marge. Maintenant, c'est à l'employeur de voir s'il veut adopter la fourchette basse ou bien la fourchette hausse. Voilà, c'est à lui de voir par où il va se mettre dedans pour que son employé sente vraiment qu'il développe un certain intérêt pour sa personne. Bon, maintenant, en matière de négociation, moi, j'ai dit, si on augmente un salaire et il ne va pas à 10%, ce n'est pas une négociation. Oui, si on augmente... Là, ça veut dire que la négociation est ratée, c'est ça? Oui, ça veut dire que la négociation est ratée. Ça veut dire que la négociation est ratée. Par contre, on peut échouer dans la négociation et obtenir d'autres avantages. Je me rappelle, paix à son âme, de mon professeur, l'expert comptable, Feu Badarou. Il a dit à ses collaborateurs, moi je n'ai que 50 000 à vous donner par mois. Bon, ça fait au moins 10 ans, 15 ans comme ça. Mais je vous donne 2 demi-journées pour que vous puissiez aller faire des cours pour augmenter vos revenus. Hein? Donc, ces 2 demi-journées, ils vont vendre ça dans les universités pour faire cours. Mais ils sont de grands cadres du pays aujourd'hui. Ils ont été formés, il les a formés comme ça. Ça veut dire quoi? Il fait des concessions sur d'autres plans. De la même façon, je sais que je n'ai pas beaucoup de capacité pour garder mon employé de 8h à minuit, de 8h à 22h, de 8h à 23h. Je peux lui dire, mais écoute, les vendredis après-midi, bon, tu ne viens pas, tu es libre, tu peux faire une activité pour pouvoir voir comment. Ou bien je peux lui dire, mais tous les jours, tu peux sortir à 15h. C'est à moi
de lui permettre d'être dans un environnement où il se sent à l'aise, qu'il permet de joindre les deux bouts. Sinon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à un moment donné, moi, on me demande pourquoi tu n'as pas été performant. Je dis, mais en réalité, mes charges dépassent mes revenus. Et je peux dire ça comme ça. Et c'est ça, c'est ouvert. Parce que s'il faut aller faire une deuxième activité pour joindre les deux bouts, c'est normal que vous ne pourrez pas être performant à 100%. Voilà. Bon, vous pouvez faire le même travail d'autres qui n'ont pas autant de charges que vous. Et si vous avez des dépenses de souveraineté, votre salaire ne couvre pas, vous êtes obligé d'aller joindre les deux bouts, peut-être en week-end ou bien la nuit, aller compléter les activités pour avoir plus de revenus pour couvrir. Donc, du coup, vous ne serez jamais performant dans l'entité. Maintenant, à l'entité de prendre ses responsabilités. Est-ce que nous le voulons à nous à 100%? Si oui, bon, il faut faire les actions qu'il faut pour qu'il soit concentré sur l'organisation. Dans le cas contraire, il joue sur deux tableaux et il évolue comme ça. Maintenant, il est d'accord, lui-même il est d'accord qu'il n'est pas performant. Et ce n'est pas sa préoccupation du moment. Sa préoccupation, c'est pouvoir faire face à ces charges. Si vous pensez à vous seulement et qu'il faut que lui s'oublie pour être performant, à un moment donné, vous allez vous séparer, chacun va prendre son chemin. Voilà. Vous permettez que j'ajoute rapidement? Oui. Allez-y, Caleb, d'abord. Je voudrais que l'employé s'assied sur deux chaises. Vous ne voudrez pas. Non. Ça, un cas comme ça, là maintenant, qui l'employé a dit, a constaté, a remarqué subtilement que l'employé a d'autres activités parallèlement. Alors, aux charges de l'entreprise. Ils l'ont guetté, ils l'ont pris la main dans le sac, ils lui ont dit mais non. Ils l'ont remercié. Ils l'ont remercié tout simplement. Les négociations sont là maintenant, actuellement, ça ne fait même pas sur 2 semaines. Donc, aucun employé ne voudrait que l'employé puisse ne pas se concentrer sur le travail qu'on lui a confié et de se divaguer encore dans autre chose. C'est difficile, surtout dans le privé. Nous mettions l'accent là-dessus tout à l'heure. Ça dépend de la qualité, dans le privé. Ça dépend de la qualité de l'employé. Merci, Martial. Rapidement, je voudrais dire, vous voyez, quand je prends mon confrère qui est en face, la manière dont il serait rassuré à aller négocier, attention, c'est parce qu'il compte sur ses performances. Il compte sur lui, mais tous les employés n'auront pas la même assurance pour aller vers leur employeur. Et je voudrais dire, il y a des pièges qu'il faut éviter. On y reviendra. D'accord, merci. On y reviendra. C'est bien noté en grand dans mon conducteur. Oui, je crois que, parlant de pourcentage, il faut avoir une grille. Lorsque vous faites une comparaison par rapport à votre qualification, ce qui se fait autour de vous, vous allez pouvoir préparer votre argumentaire pour négocier. Mais en dehors de ça, s'il s'agit d'une entreprise privée, il faut voir la performance économique de l'entreprise sur 2, 3, 4 ou 5 ans. Et il a dit tantôt, lorsque l'entreprise fait de bons chiffres d'affaires sur plusieurs années, que c'est stable, là, vous pouvez en tenir compte parce que ce chiffre d'affaires n'est pas réalisé sans la contribution des employés. Donc, vous pouvez en tenir compte pour négocier. Lorsqu'on parle d'augmentation et de pourcentage, mais il faut quand même un minimum. Et ce minimum-là, lorsqu'on dit, par exemple, que c'est 25%, ce n'est pas exagéré. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on a pris 30% de 40 000 et c'est ça qui a donné 52 000, le SMIC. Donc, vous voyez ce que 25% fait, non? Donc, il faut parler d'au moins 25%, c'est le minimum. C'est le minimum, oui. Voilà, très bien. Ce que vous proposez. À ce niveau, je vais ajouter quelque chose pour dire, au niveau du sous-emploi, les employés sont très habiles, surtout dans le privé. Lorsque vous venez avec un argumentaire comme quoi, vous avez fait des enquêtes et que celui qui a le même profil que vous est à 600 000 quelque part, il va vous dire, il est capable de vous remercier en disant, en tout cas, moi j'ai la capacité, mon entreprise ici et maintenant, avec la performance que vous-même vous produisez, je ne suis pas capable de le faire. Si vous pouvez aller là-bas, il peut vous remercier. Et si alors, peut-être qu'on lui propose un autre boulot ailleurs, mais étant donné qu'il a fait depuis ses premières années de travail, il se dit qu'il doit une certaine loyauté à l'entreprise, il va demander à presque quand même le même salaire que ce qu'on lui propose ailleurs, il peut quand même le faire ainsi. C'est la faiblesse de notre employabilité au niveau du pays, du Bénin, ne serait-ce que Bénin, c'est le sous-emploi. Vous pouvez avoir un tas de diplômes, vous le disiez tout à l'heure, vous pouvez aller chercher encore d'autres capacités, d'autres compétences. Lorsque vous avez amené, je suis employeur, je suis libre de ne pas vous considérer à nouveau sur cette qualification-là. Donc c'est ça le nid même de la grande problématique de l'emploi au niveau de notre pays, le sous-emploi. C'est pas grave. On va continuer d'abord avec ceux qui sont
un emploi, qui ont déjà un emploi. Donc, Wilfried, je reviens vers vous. Vous avez dit septembre, donc pour demander, d'accord, dans le mois de septembre. Mais ma question, c'était de savoir, est-ce que ce n'était pas mieux d'attendre peut-être la fin du contrat, étant donné que généralement, les contrats sont courts 2 ans, 1 an, renouvelables et autres. Ok, bon, c'est normal, votre intervention est pertinente. Ça dépend de la qualité du contrat que vous avez. Moi, mes arguments étaient dans la logique de quelqu'un qui a un contrat à durée indéterminée. Lui, il n'a pas de délai. Il est là. Bon, j'aurais appris que, si vous le permettez, c'est M. Aguina, non? Oui. J'aurais appris que chez nous maintenant, c'est le contrat à durée déterminée éternellement. Parce que je ne vais pas vous mentir, moi, par rapport à ça, vous me permettez s'il vous plaît, c'est fragiliser l'employé de façon éternelle. Si on peut rompre ton contrat à tout moment et que c'est 2 ans qu'on va te donner, franchement, je ne sais plus dans ce qui va se passer parce que tu ne peux rien dire. Ton employeur peut te renvoyer à tout moment, te donne 2 ans. Quelqu'un a dit la fois passée qu'on lui a signé un contrat de 3 mois et après on a voulu lui signer quelques mois. Et on dit c'est 2 ans, on peut renouveler les 2 ans autant de fois. Non, arrêtons ça. Vous permettez rapidement, cher ami. Non, permettez-moi de finir cette idée. Je peux me tromper sur mon développement, mais si vraiment c'est le cas, on peut donner 2 ans éternellement à quelqu'un. Mais l'employé, il peut jamais rien faire dans sa vie. Donc ça veut dire que c'est lui, il est fragile au fait. Il n'a aucun rapport de force à avoir avec son employeur. Il ne peut même pas défendre des intérêts parce qu'il est fragile, il est vulnérable. Je voulais bondir rapidement en quelques secondes sur ce que disait mon cher ami. Vous savez, nous sommes dans un monde, celui-ci parlait tout à l'heure de sous-emploi. Oui. D'accord, il ne parlait pas de chômage, il parlait de sous-emploi. Oui. D'accord, dans un contexte où le sous-emploi est dit de ces lois, il faut la compétitivité. D'accord. Et aucune entreprise ne laisserait partir un agent, un employé compétent, compétitif. Personne ne ferait ça. Donc, dès lors que, même si on vous donne 2 ans, si vous êtes compétent, si vous êtes performant, vous aurez toujours cette sécurité de renouvellement. D'accord. Après, moi, je ne me permets pas de critiquer certaines décisions, certaines résolutions. Nous, on se conforme à ce qui est et on trouve les solutions, d'accord, pour faire avec. Vous comprenez un peu. Donc, les entreprises ont plutôt une marge de manœuvre, ont une sécurité qui leur permet de dire, ben écoutez, je ne vais pas m'affilier ou m'abonner à des services médiocres pendant longtemps. Je lui donne 2 ans, je lui laisse le temps d'être performant parce qu'il y a des milliers d'autres qui sont là, qui attendent. S'il n'est pas bon, je le fous à la porte, je prends celui qui est bon et je continue. Bien. On va le faire. Je pense qu'il faut qu'on fasse la parenthèse. Une seconde. Est-ce qu'un employé qui est chez vous et qui ne peut pas faire un projet de vie sur votre société peut se donner totalement? On va vraiment fermer la parenthèse avec Aguina. Oui, je crois que par rapport aux différentes lois, il y a la loi 2019-17, si mes souvenirs sont bons, du 29 août 2017 sur l'embauche et le placement de la main-d'œuvre et la résiliation du contrat en République du Bénin. Bon, au niveau de cette loi, il y a plusieurs types de contrats qui sont prévus. Il y a le contrat à durée déterminée et on offre la possibilité à l'employeur de maintenir l'employé dans ce type de contrat et comme il le veut. Il y a également le contrat à durée indéterminée. Mais il faut dire que le statut général de la fonction publique, parce que j'ai dit tantôt que le Code du travail n'est pas abrogé, donc cette loi est venue compléter le Code du travail. Certains employeurs, parce qu'on a dit, bon, c'est pour encourager la création d'entreprises et tout ça là, mais est-ce que cela a effectivement encouragé la création d'entreprises? Parce que ça, lorsque l'employé a le moral dans les chaussettes, comme on le dit, lorsqu'il est toujours inquiété, lorsqu'il n'a pas le cœur tranquille, il ne peut pas donner le meilleur. Merci Alessandre Aguina. Je pense qu'on va fermer la parenthèse avec cette pause. Merci beaucoup. On poursuit donc nos échanges sur toujours comment négocier une augmentation de salaire ou une promotion. Alors, lorsque nous allons chez le patron,
pour notre négociation et qu'il refuse, qu'est-ce que je dois faire? Caleb. D'accord, merci. D'abord, il faut dire que votre question, elle est évocatrice. C'est-à-dire que celui qui décide, c'est le patron, c'est l'employeur. D'accord? L'employé, il va proposer, le patron décide. Lorsqu'il refuse, vous avez 2 possibilités, ou 3. La première possibilité, c'est de prendre acte. D'accord? Vous prenez acte. Et vous vous attelez à devenir peut-être plus performant. Parce que s'il a refusé, c'est peut-être parce que vos arguments ne passent pas. D'accord? Ou ils ne cèdent pas à cela. Donc vous devenez plus performant dans le temps, histoire de le convaincre davantage. Maintenant, si les raisons qui vous ont poussé à demander l'augmentation sont définitives, c'est-à-dire vous n'en pouvez plus. À l'impossible, nul n'est tenu, dit-on. Vous partez. D'accord? Ça, c'est la deuxième possibilité. Vous partez, vous laissez l'emploi parce que c'est le monsieur qui décide. Il a dit non. Son non, c'est non. Si vous ne pouvez plus, vous partez. Troisième possibilité que vous avez peut-être, c'est que vous essayez de revoir votre procédure. Peut-être que la procédure n'a pas été bonne. D'accord, parce qu'il faut savoir calculer les humains, il faut savoir calculer... On en a parlé. Donc vous pouvez revoir la procédure et revenir à l'attaque. Peut-être que la prochaine occasion peut être la bonne. Qui sait? Qui sait? Voilà ce que je dis tout de suite. Très bien. Merci. Merci. Oui. Je crois que lorsqu'on doit s'en tenir aux tests qui régissent le monde du travail, l'employeur ne peut pas dire tout de go, je dis non. Parce que nous avons parlé tout à l'heure des dispositions du Code du travail. Et lorsqu'on parle d'emploi, on parle de travail, il y a la convention 131 de l'OIT. Cette convention a été adoptée en 1970, qui parle du travail décent. Mais lorsqu'on parle de travail décent, quels sont les piliers du travail décent? Parce que tout est lié et on doit en tenir compte. Un travail est décent lorsqu'il permet au travailleur de répondre à ses besoins. Un travail est décent lorsqu'il assure la protection sociale. Un travail est décent lorsque le travailleur a la possibilité de dialoguer, de négocier avec son employeur. Un travail est décent lorsque l'employeur respecte le droit du travail. C'est très important. Donc, il faut tenir compte de ces éléments. Lorsque vous êtes dans un contrat qui ne respecte aucune norme du travail, mais là, l'employeur a la latitude de dire, bon, il faut partir. Parce que ça dépend du type de contrat. Donc, si on doit respecter les tests, l'employeur n'a pas la possibilité de dire non, ce que je dis là, on s'en tient à ça. Et c'est terminé. Donc voilà, c'est cet aspect que je voudrais souligner. Très bien. Wilfried? Oui, merci Brunel. Bon, moi je pense que lorsque vous allez négocier une augmentation, et que vous préparez bien vos arguments, et que malgré vos arguments, votre employeur il dit non, vous devez pouvoir proposer des solutions alternatives. Parce que si c'est l'augmentation des salaires qui lui fait peur, vous pouvez négocier des primes. Vous pouvez négocier un arrangement de vos horaires de travail. Vous pouvez négocier des bonus de fin d'année. Donc, vous avez beaucoup de choses à négocier. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir rester courtois lors de la négociation pour gérer vos émotions. Il ne faut pas qu'on sente que vous êtes fâché, vous êtes frustré, parce qu'il est en mesure, il est en droit de dire non par rapport à vos performances. Et comme l'a dit M. Kwabi ici, vous allez revoir votre procédure pour voir comment vous allez repartir sur de nouvelles bases, tout en montrant que vous êtes indispensable. Bon, on dit souvent que nul n'est indispensable, mais pour marquer quand même le territoire, montrer que votre présence apporte beaucoup, parce que d'ailleurs, c'est ça que vous préparez comme argument. Je pense que si vous préparez très bien vos arguments, votre employeur même, il n'a pas de marge pour dire non. Parce que s'il dit non, c'est lui qui sera fragilisé. Vous savez, il est facile de perdre un employé qui a beaucoup d'ego. Un employé qui est très performant, il développe très tôt aussi l'ego. Parce qu'il sait qu'il apporte beaucoup. Bon, c'est ceux qui ne développent pas leur personnalité, c'est eux qui sont très performants et ne développent pas l'ego. Mais si vous le perdez, avant de trouver quelqu'un de son profil, généralement c'est compliqué. Parce qu'il connaît déjà la maison, il a développé du temps, il sait comment vous fonctionnez, il maîtrise beaucoup. Maintenant, si vous êtes prêt à recommencer encore tout ce travail depuis le bas,
C'est difficile, ça. Donc, je profite de ça là pour conseiller les employeurs. Parce qu'il faut que l'employeur discute avec son employé et qu'il fasse des concessions. Tu demandes une augmentation de 100 000. Pour le moment, je n'ai pas les moyens pour te faire une augmentation de 100 000. Je peux te faire une augmentation de 25 000. Je sais que ce n'est pas suffisant. Mais voilà le carnet, comment dit-on, le canevas qu'on peut dessiner. Si, au cours de l'année prochaine, j'arrive à atteindre ceci, l'entité arrive à faire ceci, tu arrives à faire ceci, je suis prêt à te faire ça. Dans le cas contraire, voilà ce que je peux te faire. Le contrat est formalisé et les deux parties savent à quoi chacune d'entre elles doit s'attendre sur l'exercice à venir. Donc chacun sait ce qui peut se passer. C'est lorsque l'employé est dans un flou total et qui n'est pas en sécurité qu'il n'arrive pas à se donner. Mais il sait que le patron et lui, ils ont un deal. Voilà le deal qu'on a eu, c'est peut-être que c'est signé ou bien formalisé par mail, le mail existe, voilà ce que tu m'as promis, si je fais ceci. S'il arrive à voir ce que ses performances ont coché ses cases, il est en droit de réclamer. Et là, lorsqu'on ne te donne pas, moi, il te demandera de partir parce qu'il y aura toujours mieux quelque part. Très bien. Alors, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Je rebondis pour dire, je fais mienne toutes les critiques, les analyses que mes amis ont fait. Je ne veux plus m'attarder là-dessus. Je voulais rappeler quelque chose, si vous permettez. Dans les bons vieux temps, pendant la période coloniale, lorsque nos amis, les colons, étaient là pour recruter, c'est entre l'employeur et l'employé, la discussion, la négociation se fait au début. C'est-à-dire, c'est pour ne pas aller échouer à une négociation d'augmentation de salaire, je préconise la fondation du départ. C'est-à-dire, quand vous voulez rentrer dans l'entreprise, le contrat que vous voulez signer, essayez de discuter correctement. Si vous n'êtes pas capable, trouvez un spécialiste qui puisse vous aider. Comme l'ami l'a dit tout à l'heure, à un truc là d'embauche, au lieu de 2 millions, au lieu de 5 millions, comme il n'a pas les informations précisément, il est tombé dans le panneau. Oh, l'employeur a prévu 5 millions, celui qui était là. Donc, je préconise que pour ne pas échouer, parce que ce n'est pas facile face à un employeur d'échouer à ce genre de négociations. On est frustré, on est très lourd, ce n'est pas du tout facile à pouvoir encaisser. À l'employeur même de vous dire, écoutez, si vous n'avez plus d'autres, sinon vous pesez, vous devenez... Vous ne pouvez plus vous lever parce que vous donc, pour ne pas venir à ce niveau-là, j'aurais préféré qu'au départ, il faudrait que les négociations de contrat soient bien faites pour que ceci n'arrive pas. Parce que ce n'est pas du tout facile. Merci. Oui, je vais ajouter rapidement, il faudra que l'employé... il sache gérer ses émotions. Wilfried l'a dit tout à l'heure, c'est très important parce que aucun employeur ne veut continuer à employer un agent frustré. D'accord? Donc, lorsque vous voulez aller en négociation, attention, il faudrait que vous maîtrisiez vos émotions. Parce que si en discutant, je vois que ce monsieur que j'ai en face, il est totalement frustré, il n'en peut plus. Mais parce que, j'ai dit, les situations, les conditions ne permettent pas de céder à la demande. Il dit, bon, ok, je vais continuer. L'employeur peut dire, ah, mais attention, avec ce que je vois là, moi, je t'arrête. Autrement... C'était pas le but. Autrement, oui, voilà, parce qu'il peut tout perdre en voulant tout gagner. Oui. Vous voyez, autrement, il peut contaminer d'autres. Ou s'il se montre, s'il ne commence pas à sortir les lois, pas à parler, je le renvoie tout de suite. Écoutez, je vous remercie parce que demain, ça ne sera pas vous seul. Ça serait d'autres personnes. Et si ça se montre comme ça, c'est dangereux. Donc, il faudrait bien connaître les lois, il faut connaître les dispositions, mais il faut savoir les utiliser face à son employeur pour ne pas tout perdre. Très bien. Merci. Je voulais abonder dans le sens où les négociations, lorsque vous échouez un temps soit peu aux négociations, c'est que là, vous êtes obligé de chercher des échappatoires. Soit vous commencez déjà par préparer votre valise pour déjà d'autres destinations. Parce que ce n'est pas facile face à l'employeur de pouvoir négocier et échouer. Lorsque vous échouez, c'est que, attention, là, c'est compliqué ce dont nous parlons. Hein. Ce n'est pas du tout la théorie dans laquelle nous sommes en train de parler. Mais attention. D'accord. Les erreurs à éviter. Mais avant d'aborder les erreurs à éviter, on a parlé des autres employés, c'est-à-dire la répercussion sur les autres employés. Cette augmentation-là qui peut avoir lieu. Comment gérer ça pour un employeur ou même pour l'employé peut-être qui a obtenu son augmentation pour que justement ça n'ait pas un impact négatif sur les autres collaborateurs? D'accord. Merci. Déjà, il faut dire s'il n'y a pas que d'impact négatif que ça pourrait avoir éventuellement. D'accord. Parfois, l'augmentation du salaire d'un agent
peut motiver les autres. Lorsque ces performances sont flagrantes, on sait que, écoutez, le monsieur, il est performant, il est compétent, il fait bien son travail, et même publiquement, on peut l'annoncer. Il nous est déjà arrivé de faire ça. D'accord? Pour son attitude, pour ses performances, on lui fait une augmentation de tel montant, tout le monde applaudit. Et maintenant, on annonce le challenge. D'accord? Vous aussi soyez performant parce qu'à la fin de chaque année, peut-être on veut augmenter le salaire pour quelqu'un. C'est des stratégies qu'on donne parfois à des managers. Maintenant, lorsque ce n'est pas forcément le cas et que c'est l'employé qui a porté sa doléance, il est allé vers l'employeur en catimini, il a négocié. Attention, si on sait que la communication interne est vraiment, comment je vais dire, très moelleuse, d'accord, au sein de l'entreprise, et qu'on augmente son salaire, tout de suite les autres sont informés, et qu'on sait qu'il y a d'autres personnes dont les performances sont similaires, d'accord, là, il faut beaucoup faire attention. Il faut augmenter si et seulement si on est sûr que si l'autre revient, ou si l'autre aussi vient avec les mêmes arguments qui seront bien sûr valables, on a les moyens de pouvoir céder aussi. Autrement, on va faire une discrimination. Donc ça fait partie des choses qu'on a oublié de souffler aux chefs d'entreprise. Si vous voulez céder à la demande d'une personne, soyez sûr que si d'autres viennent avec la même demande, avec les mêmes arguments bien valables, vous avez les moyens de pouvoir céder. Donc il faut aussi dire aux employés que l'employeur peut refuser, non pas parce que votre argument n'est pas solide, mais parce qu'il sait que vous n'êtes pas seul dans le cas. Et que s'il cède pour vous, il doit alors céder pour les autres aussi. Merci. Oui, Frida. Bon, vous êtes allé à la négociation, ça n'a pas marché. Bon, par rapport à l'employeur, comme je l'ai dit, on va distinguer deux situations. On distingue la situation où il y a des standards de promotion, d'augmentation en fonction de vos performances. Et on sait que A a atteint les performances, B n'a pas atteint. C a atteint les performances, D n'a pas atteint. Ceux qui n'ont pas atteint les performances n'ont pas de raison à venir dire « je suis frustré ». Est-ce que tu as atteint les objectifs? Tu n'as pas atteint les objectifs. Donc, dans certaines entités, ce problème ne se pose pas. On sait que c'est parce que A a bien fait, A a atteint les objectifs qu'on a pu faire une augmentation de salaire. L'autre chose que moi j'ai appris, par expérience, le salaire c'est quelque chose de dangereux. Et sa communication doit être vraiment fermée. Quels que soient les liens d'amitié que vous avez avec vos camarades, vos collègues, gardez votre salaire pour vous. Ça, c'est très important. Et il faut que l'employeur communique sur ça et que l'employeur forme le personnel là-dessus. Parce que une seule personne peut avoir son salaire changé, vous allez perdre tout votre personnel. Parce qu'il y a des gens sur coup de tête peuvent démissionner. Il n'a rien. Mais son ego est tellement élevé qu'il n'a pas pu supporter qu'on augmente le salaire de l'autre et qu'on n'augmente pas le salaire de l'autre. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, dans certaines entités, dans le privé, on recrute les gens le même jour et on leur paie deux salaires différents. Et la marge n'est pas l'écart n'est pas petit. Dès lors que par maladresse ou par communication maladroite, celui qui n'a pas été bien payé, alors que peut-être qu'il fait mieux le travail que l'autre, il est au courant, vous êtes en train de désorganiser votre entité. Donc, il y a automatiquement... Donc, on a parlé de la gestion des émotions, on a parlé de propositions de solutions alternatives, et après ça, c'est de voir comment faire pour peut-être être mieux performant pour revenir à la charge. L'employeur, il ne peut pas céder aux augmentations, mais sur coup de tête, parce qu'il faut qu'il fasse des calculs pour savoir si j'augmente A et que tout le reste vient, comment je fais? Est-ce que j'ai la capacité financière de faire face à ça? Il ne faut pas que j'augmente les gens aujourd'hui et que dans 1 an, dans 2 ans, qu'il y ait cessation de paiement des salaires, que je n'arrive pas à payer. Mais par contre, il peut dire non, je ne pourrai pas t'augmenter le salaire, mais je te promets une prime de tel montant à la fin de chaque année. Si tu arrives à bien faire. Voilà ce que je peux dire. Intéressant. Très bien. Il a abordé directement dans là où moi je voulais atterrir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire aux employeurs. Là, nous sommes en train de parler aux employeurs. Lorsque il a commencé par vraiment faire chaud là, ce n'est pas un secret des politiciens, surtout au niveau des chefs d'entreprise, au niveau du privé, les salaires, c'est une discrimination salariale, il faut le dire. Je ne sais pas si le mot est fort. Ça, que vous voulez ou pas, quelqu'un vient aujourd'hui, c'est son ami, c'est son parent, c'est son camarade, on l'augmente, on lui donne le salaire où on veut. Ça, vous ne pouvez pas dénier le droit au chef d'entreprise, dans le privé, de pouvoir donner un salaire mirobolant à tel ou à tel. Non. Mais ce qui est essentiel de noter au niveau de l'employeur, c'est qu'au moins, quand les négociations échouent au niveau de l'employeur,
que ce soit ensemble, ou collectivement, ou individuellement, qu'au moins l'employeur puisse accorder des primes. Des primes substantielles pour permettre au moins, parce que l'employé qui vient négocier, il est sûr de lui, sur certains points avant, sinon il n'oserait jamais aller regarder la figure de l'employeur, le visage, comme on le dit en termes pour négocier une augmentation de salaire. Mais quand le mot augmentation de salaire peut être trop fort, on peut trouver des moyens alternatifs de dire, très bien, je vais étudier, laissez-moi réfléchir, et pour pouvoir négocier, trouver des primes de transport, primes d'habillement, compte tenu de l'évolution de l'entreprise, compte tenu des résultats que l'entreprise a quand même fait là. Pour ne pas frustrer, sinon vous risquez, attention, dont nous parlons là, vous risquez de perdre de très bons pignons dans votre entreprise. Absolument. Caleb, on revient à présent sur les pièges à éviter, justement. D'accord. Déjà, il faut commencer par dire que l'entreprise n'étant pas un centre social, d'accord, donc pas pour gérer les problèmes personnels des uns et des autres, c'est une entité économique, d'accord, donc qui évolue qui raisonne rien que de façon économique a priori. Donc je vais dire d'abord aux employeurs d'éviter des augmentations fantaisistes. Ce qui veut dire, oui. Des augmentations fantaisistes, c'est-à-dire quoi? Je n'ose pas prendre votre exemple pour ne pas virer dans autre chose. Je prends l'exemple de Wilfried, c'est bien ça. Oui. Parce que sa tête me plaît bien, parce que je le vois, bon voilà, sa façon de faire me plaît bien. Wilfried, bon, je te fais une augmentation en fait, pour d'autres intérêts. Il faut éviter ça. C'est dangereux, ça peut détruire, ça peut casser la structure interne de l'entreprise. Donc ça, c'est une première erreur à éviter par les employeurs. Deuxième erreur à éviter, il ne faut pas rester calé sur un nom. Lorsqu'un employé vient pour une négociation d'augmentation, il ne faut pas être catégorique, au fait, parce que, je l'ai dit, ce n'est pas un centre social, mais au même moment, il ne s'agit pas l'employé n'est pas comme un orphelin dans un orphelinat, on ne prend pas soin de lui, il apporte une valeur ajoutée à l'entreprise. D'accord, donc c'est un acteur du développement de l'entreprise. Il faut tenir compte de ça et se dire, mais écoutez, si je reste sur un nom catégorique, je risque de perdre une pièce maîtresse de mon entreprise, de mon organisation. Donc, il faudrait qu'on ait la clairvoyance de pouvoir apprécier à leur juste valeur la capacité, les compétences et les performances de chaque employé avant de... Il arrive des fois où, pour ne pas perdre un employé stratégique, on peut prendre des risques énormes. Oui, parce qu'on sait qu'il serait en mesure, lui-même, s'il est là présent, de pouvoir augmenter la performance de l'entreprise pour qu'on puisse couvrir ces risques-là par la suite. C'est des choses qu'on doit analyser. Maintenant, pour les employés, il faut dire l'erreur à éviter ou le piège à éviter, je l'ai dit tantôt, c'est la frustration ou la rébellion. J'ai en face de moi un syndicaliste. Je pense qu'ils sont dans le public. Dans le public, tout est permis, d'accord, et parce que c'est organisé. Bien sûr, mais dans le privé, très souvent. Mais écoutez, attention, dès lors que je te détecte, parce que si je suis manager, je te détecte que là, toi, tu peux semer de la zizanie et occasionner de la rébellion. Là, on t'écarte tout de suite. Donc, il ne faut pas laisser voir sa frustration, il ne faut pas montrer que, ben non, on connaît papier, on connaît les lois, on connaît les tests et tout ça, et commencer par les citer. Il faut faire attention, il faut être méthodique. Donc ça, c'est la première erreur à éviter par l'employé. La deuxième erreur, le deuxième piège qu'il faut éviter, bien sûr, il faut les éviter pour ne pas perdre son emploi, finalement, c'est ça. Hein? Le deuxième piège, c'est que... Peut-être aussi pour ne pas rater. Le deuxième piège, parce que non, mais écoutez, aller en négociation et perdre, ce n'est pas un piège. D'accord, on sait que je peux partir. Mais ce qu'il faut éviter pour ne pas finir par perdre son emploi, c'est de ça moi je parle. D'accord. Dès lors que vous voyez que vos performances sont catastrophiques et que votre manager, il est déçu, même parfois de la performance globale, et c'est ce timing-là que vous choisissez pour y aller, franchement, c'est mal parti pour vous. Donc il faut éviter ça. Merci. D'accord. On a parlé de l'humeur aussi. Est-ce qu'on peut reporter notre entrevue, parce qu'on a prévu, par exemple, de voir le patron le lundi à 10h, mais ce lundi-là, il n'est pas forcément de bonne humeur. Vous l'avez remarqué parce que bon, vous êtes quand même déjà habitué à lui.
qu'il faut y aller, étant donné qu'il n'a pas reporté le rendez-vous? Puisque j'ai la parole, je me permets de poser la question rapidement. Non, mais écoutez, vous savez, chez moi, par exemple, il m'arrive des fois où, quand je ne suis pas de bonne humeur, il y a des agents, des employés, des collaborateurs, pardon, je préfère ça, qui sont capables de changer mon humeur. Donc, si dans le groupe, peut-être si c'est un groupe, ou si vous êtes seul, vous estimez que vous avez cette faculté, cette capacité à influencer, à changer l'humeur de votre patron, et bien là, vous attelez d'abord à améliorer son humeur. Et après, maintenant, vous partez. Autrement, abstenez-vous de porter cette demande en ce moment-là. Ça peut tout gâter. Très bien. Oui, Fred. Oh, bon, je pense que Caleb a dit l'essentiel. Hein? D'accord. Oui, je pense qu'il a dit l'essentiel. Très bien. Alors, oui? Oui, je crois que lorsque j'écoute le chef d'entreprise qui dit qu'il ne faut pas montrer au patron qu'on connaît les tests et se mettre à les citer. Non, c'est ça, le chef d'entreprise privé. Et lorsqu'on parle de pièges à éviter par l'employeur, oui. Parce que les cas que vous avez évoqués concernent essentiellement le privé. Lorsqu'on dit clairement dans les tests que à diplôme égal, salaire égal, et vous constatez que l'employeur privilégie certains travailleurs, et on dit, il y a quelqu'un qui va gagner 2 millions, bas plus 5, c'est un agent de l'État, et celui qui a bas plus 5 comme lui est à moins de 200 000 ou 300 000. Cela pose un problème. Et là, les autres peuvent se révolter. Oui, je pense qu'il a d'ailleurs abordé, il ne faut pas augmenter, il ne faut pas donner des fantaisistes. Voilà. Oui, Exactement. mais il faut donner des exemples précis. De toute façon, il a donné des exemples, on ne va pas... Vous permettez, j'ajoute quelque chose rapidement. Je voudrais dire au chef d'entreprise de ne pas s'empêcher de faire des augmentations, même lorsque l'employé n'a pas demandé. C'est très important, parce que tous les employés ne vont pas demander, mais ils seront en train de chercher mieux ailleurs. C'est ça. Et dès lors que tu n'as pas amélioré ses conditions de travail, franchement, il n'a pas le temps de te demander, mais il a déjà négocié mieux ailleurs, il est parti. Même si tu le rappelles après pour dire, mais écoutez, quel est le problème, va te mentir, il ne te dit pas la vérité. Et même si toi-même tu réalises finalement que c'est le salaire, tu dis, mais non, reviens, je vais t'augmenter et tout. Il dit, mais je n'ai pas dit que c'est le salaire, j'ai trouvé mieux ailleurs. Donc il faut savoir observer et être un bon manager, savoir quand est-ce qu'il faut inciter, et même si l'autre ne vient pas demander. Là, c'est un conseil pour les managers. Merci. Merci beaucoup. Moi, je voulais ajouter, vous dire, je suis chef d'entreprise. C'est mon entreprise. Je donne un salaire que je veux, à qui je veux, dans n'importe quelle condition. Vous ne savez pas dans quelles conditions moi je suis allé chercher ce pignon-là, cette compétence-là. Dans un gouvernement, tout le monde n'a pas le même salaire. Au niveau étatique, au niveau supérieur. De toute façon, il faudra être prêt à gérer les c'est normal. C'est pourquoi on dit, tout ce qu'on dit là, on met beaucoup plus l'accent sur le privé. Le public, les tests sont là avec les organisations sur lesquelles on peut se baser pour se défendre. Et il est là, le syndicat. Ils savent comment ils se défendent. Je dois recevoir Modeste et bien entendu Émeric pour les 15 minutes qui nous restent. Martial Aclo, je vais vous libérer votre mot de fin pour nos amis téléspectateurs. Je dirais tout simplement aux chefs d'entreprise, comme on a commencé par le dire, il faudrait que eux-mêmes, en tant qu'employeurs, qu'ils puissent gérer leurs émotions, qu'ils puissent gérer convenablement les ressources humaines. Il s'agit de capital humain. Et c'est ces ressources humaines-là qui puissent permettre à l'entreprise de clore. Parce que si vous gérez mal les hommes et que des gens partent, le bruit peut couler à ce que ceux qui viennent puissent être au courant de ce qui se passe et être tout le temps sur le pied de garde. Je vous remercie. Alessandra Adjina aussi. Non Alessandra Adjina, votre mot de fin aussi. Merci. Je crois que nous n'avons pas eu l'opportunité de développer comme cela se doit. C'est pas grave. Les préoccupations liées au secteur public, à l'augmentation des salaires par rapport à tout ce qui se passe. Et il est bon qu'il y ait une émission spéciale
pour décortiquer cela, parce que vous nous empêchez de dire ce qui se passe dans le public et on est tellement cadré, bon, il faut parler du privé. Non, pas forcément. Oui, bon, en tout cas, j'ai essayé quand même d'aborder quelques aspects, mais je ne suis pas satisfait, je n'ai pas dit l'essentiel. J'espère qu'on aura une autre occasion pour parler des problèmes du secteur public. C'est possible, pourquoi pas. Merci beaucoup, Alessandre Aguinan. Merci, Marcia Lacloche. Voilà, retour sur le plateau. Modeste, les messages. Alors, le premier message de Gabriela Danron qui dit « Ce n'est ni droit ni obligation. Promotion, nouvelles responsabilités, changement de poste sont autant d'événements susceptibles de justifier une augmentation de salaire. Néanmoins, un employeur n'est pas dans l'obligation d'accepter une telle demande. Il est donc important de choisir le bon moment et de préparer ses arguments pour mettre toutes les chances de son côté afin de s'assurer une réponse positive. Et il dit quand et dans quelles conditions pour demander une augmentation de salaire et mettre toutes ses chances de côté pour que ces demandes soient acceptées, plusieurs étapes. Et plus précisément, ce qui est important à retenir est que ce n'est pas une obligation. Un second message d'Aristide Ouedraogo qui nous écrit depuis le Burkina. L'augmentation du salaire, non seulement un droit pour le travailleur, mais aussi un devoir pour l'employeur. Cependant, il est impératif que cela se fasse d'un commun accord, cela pour ne pas léser une des parties. Un autre message de Raoul Agnilo qui dit « Bonjour le plateau, promotion, nouvelles responsabilités, changement de poste sont autant d'événements. » Alors il continue, il dit « L'acquisition de nouvelles compétences suite à une formation, de nouvelles missions, confier l'embauche d'un nouveau salarié, mieux rémunéré, une augmentation annuelle, l'ancienneté, une autre proposition d'emploi au sein d'une autre entreprise, la croissance de l'entreprise, la réalisation de projets confiés. Selon les habitudes de l'entreprise, il est possible de faire cette demande lors de l'entretien annuel, mais il est également envisageable de demander un entretien individuel spécifique pour demander une augmentation de salaire en cours de l'année. Très bien, merci. Donc, ils nous ont aidés, ou plutôt, ils ont donné leurs avis sur les différents éléments qui peuvent soutenir donc une demande d'augmentation de salaire. La pensée de ce matin? Alors, la pensée de ce matin, il faut dire que c'est un proverbe arabe qui dit « On demandera le travail à celui qui a reçu le salaire. » On demandera le travail à celui qui a reçu le salaire. C'est un proverbe arabe. Merci. Khaled, un mot sur cette pensée? Non, mais c'est relatif de son acteur ou de son auteur. Maintenant, nous, dans notre logique, nous allons plutôt vouloir que ce soit celui qui a fait le travail qui demande le salaire. Bien sûr. Parce qu'à ce que je sache, les salaires ne sont pas prépayés. Oui, c'est ça. Oui, Fried. Ouais, bon, c'est une figure de style, hein, pour dire que le salaire doit être justifié. Donc, vous méritez ce que vous avez fait, quoi. Vous faites le travail pour lequel on vous paye. On vous paye. Voilà. Émeric? Nous avons l'habitude de dire aux entrepreneurs, aux potentiels entrepreneurs qui montent les projets et qui vont de tout vers la recherche de financement, parce que c'est ce qui les bloquerait à les entendre. Mais généralement, vous allez voir, dès lors qu'ils ont leur premier financement, ils sont perdus. Je dis à quelqu'un, comment vous remettez 5 millions à quelqu'un qui n'a jamais travaillé pour gagner 200 000 francs? Là, vous avez péché contre lui et il oublie tout de suite l'orientation des projets. Si, entre-temps, il n'avait pas un coach, un cabinet ou des experts, des consultants qui l'encadrent. Parce que l'argent, c'est comme de l'eau. Quelqu'un qui voulait creuser, le sol est dur.
il attribue ça au fait que le sol est dur. Il ne creuse pas, il va chercher de l'eau pour rendre le sol moins dur. Mais le jour où vous lui remettez une bassine d'eau, il se dit, mais si je voulais creuser, c'était pour aller trouver de l'eau. Mais là, j'ai de l'eau. Pourquoi verser sur le sol pour creuser? Pour creuser encore. Donc, c'est quand même pertinent ce qu'il a dit. Il faut savoir tirer des leçons de cela. Merci. Absolument. Wilfried? J'ai reçu une dame la semaine passée, on parlait magazine, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui fait que vous pensez comment on peut aider les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas de financement? Et je lui ai dit, mais pour entreprendre, on n'a pas besoin d'argent. C'est l'idée qui est la ressource la plus capitale. Et celui qui a bien géré 10 000, il va bien gérer 100 000. Celui qui a bien géré 100 000, il va bien gérer 1 million. Parce que la rigueur que la personne s'est donnée dans les petites sommes va la suivre dans les grandes sommes. Si vous n'avez pas pris part à l'étape des petites sommes et on vous donne de grandes sommes, vous allez gaspiller ça. Donc, il y a même une étude aux États-Unis qui disait qu'il y a 13 enfants de riches qui meurent pauvres sur 17. C'est-à-dire 17 enfants à qui on a donné la fortune, 13 n'ont pas pu gérer ça. Si vous le permettez, j'ai fait une conférence avec Edgar Guidibi, on a co-animé une conférence. Et il m'a expliqué un peu le mécanisme par lequel quelqu'un qui gagne télémillions devient de plus en plus pauvre. C'est-à-dire, il gagne télémillions, ses habitudes changent. Il commence à manger les repas dans les grands restaurants, ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Et finalement, il voit que l'argent veut finir. On lui propose un projet bizarre, comme à la ICC, un truc bizarre comme ça, et il met tout le reste de l'argent dedans. Donc, parce qu'il a toujours peur de redevenir pauvre. Maintenant, l'argent est parti. Mais c'est maintenant que le problème commence. Parce que maintenant, il est redevenu pauvre. Mais il ne veut pas accepter sa réalité. C'est ça. Maintenant, il veut s'endetter pour vivre toujours au même niveau. Garder la même image. Mais là, il s'enfonce totalement. Donc, avec celui qui a pu gérer le peu, si on lui donne beaucoup, il va pouvoir gérer. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons à présent faire le quiz. Alors, Caleb, qui n'est pas encore venu ici, Wilfried, vous avez déjà fait le quiz? Non, jamais. Non, ok, très bien. Donc, ça va être donc un baptême de feu pour vous deux. C'est juste quelques questions donc de culture générale auxquelles nous allons répondre. Aujourd'hui, nous sommes 4, donc on va y aller par équipe. Caleb, je suis très nul dans la culture générale. Caleb et Méric, et bien sûr Modeste et Wilfried. On y va. Voilà, première question donc, si vous voulez et si vous pouvez aussi, vous pouvez lire donc la question à l'écran. Le continent africain est 14 fois plus grand que le Groenland. À lui seul, il pourrait donc contenir les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Italie, la France, l'Espagne, l'Allemagne et toute l'Europe de l'Est, le Japon et la Chine. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai, en fait, c'est vrai. L'Afrique, donc, est 14 fois plus grand que le Groenland. Deuxième question, l'Afrique est le berceau de l'humanité, puisque, bien sûr, les premiers hommes y vivaient depuis, donc, il y a 7 millions d'années. De toute façon, l'Afrique est le berceau de l'humanité, on sait. Et c'est elle qui a vite donné la réponse. Ne m'embrouillez pas. Troisième question. Combien y a-t-il de pays africains? Combien y a-t-il de pays sur le continent africain? 54. Exactement. Merci, 54. Tout le monde connaît ça là au moins. On partage le point. Tout le monde connaît ça là. Alors, quelle est la religion dominante en Afrique? L'islam. L'islam, la religion catholique ou les religions tribales? L'islam. Catholique. Catholique? Non, c'est bien l'islam. C'est bien l'islam? C'est bien l'islam. Okay. Nous avons déjà... Il a répondu premièrement. Ils se sont contredits. Il a répondu premièrement. Donc je n'ai rien dit. Alors, cinquième question. Quel est le sommet le plus haut d'Afrique? Le Kilimanjaro. Absolument, c'est bien le Kilimanjaro. Moi, je ne vois même pas. Tu ne peux pas voir. C'est bien le Kilimanjaro. L'Érythrée. Est-ce que c'est un... Bien entendu, l'Érythrée est un pays africain qui partage l'une des frontières avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, vrai ou faux? Faux. C'est faux. Moi, j'ai rien dit faux. C'est faux. Vous êtes contredit. Vous êtes contredit. Ils sont contredits. Bon, de toute façon, ça fait match nul. Si les gens sont
aussi 4 millions. Non, ce que je dis, c'est qu'ils étaient dans le même cas aussi. Oui, donc, bon. C'est les pays de l'arabe, là, non? Oui. L'Afrique, c'est le nord, non? Non, pas le sud. Ça n'a pas de frontière avec l'Afrique du Sud. Oui, exactement. Oui. Ça n'a pas de frontière. On est à 1,5. L'archipel des îles Canaries, au large de la côte africaine, est constitué de 5 îles, 6 îles ou bien 6 îles. 6 ou 7. C'est 6, c'est bien 6 îles. Et on va même les citer si possible. Non, je ne vous donne pas cette interrogation-là. Alors, avant-dernière question, ou plutôt 8e question. Le Cap-Vert se situe à 644 km des côtes du Sénégal et a pour capitale Boa Vista, Praia, Santiago. Proposition. Contredisez-moi. Mais au moins, écoutez ma question. C'est bien Praia. Et Sao Tomé-Principe, situé en face de Libreville, est une île où l'on parle le portugais, vrai ou faux? Vrai. Faux. Vrai. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Mais, c'est vrai. On parle le portugais. Et quelle est la capitale du Lesotho? Mazérou. Abuja, Mazérou ou Kigali? Mazérou, exactement. Alors, j'ai tout le tableau. Merci. On n'a pas démérité, on est juste là. Merci beaucoup à vous. Merci pour cette belle participation à l'émission. Caleb, mot de fin? Alors, pour mot de fin, je dirais que nous allons voir dans le sens de l'augmentation du salaire un mérite, plutôt que de chercher si c'est un droit ou un devoir. Nous allons dire que c'est un mérite. Et quand on a le mérite, il faut se l'approprier. D'accord, il faut se permettre parfois d'aller négocier et aux chefs d'entreprise de savoir être un peu clément, d'accord, face à cette demande-là, si leurs moyens le leur permettent. Merci. Modeste. Émeric, vous me faites la main, ça veut dire quoi? On passe. Oui, Friede. Je pense que l'augmentation du salaire, c'est un droit naturel. Lorsque l'employé a fait un certain nombre d'années et que vous voyez que ses performances sont vraiment satisfaisantes, il faut l'encourager. Et il faut que l'employeur développe une stratégie d'anticipation, de proactivité. Il ne faut pas qu'il attende chaque fois que ce soit l'employé qui vienne vers lui pour le motiver à donner le meilleur de lui-même. Maintenant, il faut aussi mettre en confiance l'employé en lui proposant un projet de sécurité. Donner 2 ans à un employé n'est pas une façon de gérer un employé. Comment quelqu'un qui sait qu'il n'a que 2 ans avec vous peut être à l'aise en travaillant avec vous et faire des projets sur sa vie, faire un projet de carrière? Vous le mettez en insécurité et vous serez étonné de son incompétence ou bien de sa moindre implication. Cela va de soi. Donc, il faut qu'on revoie cette posture. Toutes les lois qui vont dans le sens de la fragilisation de l'employé sont à revoir, même si elles ont été votées à l'Assemblée nationale. Si elles manquent d'objectivité, d'équité, surtout l'équité, il faut revoir. On peut se tromper. Oui, on a corrigé tel dans ce pays, non? Qui en est mort? Personne n'est mort. Voilà, on peut tout corriger. Merci, voilà Wilfried Kwesi. Merci beaucoup, Caleb Poviesi. Amis téléspectateurs, je retiens tout simplement que c'est la préparation qu'il faut faire pour pouvoir aller vers une demande d'une augmentation de salaire. Préparation, ça veut dire que vous avez donné le meilleur de vous-même à la base, que vous avez atteint les objectifs, que vous avez pourquoi pas dépassé les objectifs et que vous avez choisi le moment idéal, adéquat pour faire cette demande auprès de votre employeur. Et bien sûr aux employeurs d'être clément, comme l'a dit Caleb, d'être accueillant à cette demande. Et si ça ne marche pas, trouver une alternative ou des consensus
pour pouvoir favoriser la collaboration entre employeurs et employés. Merci à tous pour cette participation. Je vous retrouve très très vite.